Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez immortalisé des stars sur la pellicule avant de les rendre plus vivantes encore pour l'éternité dans un livre bourré d'anecdotes qui ne sont pas des clichés. Bonjour Hugues Vassal. Bonjour Jacques Pessis. Alors, un livre sort dans l'intimité des stars de la chanson avec des photos que vous avez réalisées, des photos historiques. C'est aux éditions de l'Archipel, on va en parler tout à l'heure, car vous êtes photographe de stars avant tout. Et justement, pour évoquer des dates clés de votre carrière, j'en ai trouvé une qui correspond à ce métier de photographe. C'est le 24 novembre 66. Oui. C'est la naissance d'une agence. D'une très très grande d'une agence qui va devenir très grande, qui est l'agence Gamma. Je me suis associé avec le célèbre, il deviendra célèbre, Raymond Depardon. Que personne ne connaît à l'époque. Que personne ne connaît à l'époque. D'ailleurs, Gilles Caron, personne ne connaît non plus. On ne connaît qu'Hugues Vassal, en fait, avec ses stars. Voilà. Alors, cette agence a été la première agence indépendante de photos. Et moi, je me souviens de Hubert Enroth, le directeur, qui a été le premier à travailler avec des stars sous contrat, comme Isabelle Adjani, par exemple. Et jamais une photo ne sortait sans l'accord d'Adjani, ce qui était nouveau à l'époque, Hugues Vassal. Tout à fait nouveau. Tout à fait nouveau. Et alors, ce métier de photographe est alors très différent. Une agence de presse, c'est pas les paparazzis d'aujourd'hui, avec Vassal. Ah non, c'était différent. Il y avait des rendez-vous. Et puis aussi une relation très personnelle entre le photographe et la star. Oui, il n'y avait pas de surprise. Il n'y avait aucune surprise. Non. Et comment on faisait? On créait des liens d'amitié? Les liens d'amitié, ça venait... Moi, évidemment, ça vient de mon passé. Mais on craint des liens d'amitié très forts où vous faites partie de l'équipe, vous faites partie de la bande. Vous n'avez pas un attaché de presse, un communicant autour de vous qui vous dit c'est bon, c'est pas bon. Et il y a aussi le fait que l'artiste vous fait une totale confiance. Voilà. Résultat, ça donne des photos qu'on appelle parlantes, et ça aussi, à l'époque, c'est une nouveauté. Ça donne des photos réalistes extraordinaires. Alors, ces photos parlantes, justement, vous les avez réalisées avec une rigueur militaire, puisque vos études, vous les avez faites à l'Académie militaire de Sorèze, dans le Tarn, dans les années 30-40. Oui, avec Hugo Frey. Voilà, Hugo Frey, justement, qui a chanté une chanson évoquant cette époque. Un petit garçon est venu me voir tout à l'heure avec des crayons et du papier. C'est vrai qu'Hugo Frey était votre camarade pendant 5 ans. C'est-à-dire pendant la guerre, oui. De 1940 à 1945. Il était externe, j'étais interne. Il était de 2 ans plus âgé que moi. Et c'était le grand frère, parce qu'on était dans la même division. La division des Verts et la division des Jaunes, c'était une école militaire. Donc on marchait au pas. Et lui, c'était donc c'est le grand frère. Et quand on est seul, il était avec sa maman et sa famille, et moi pas. Et j'étais bien content d'avoir un grand qui me défende à l'école dans la cour de récréation. Oui. Ce qu'il faisait d'ailleurs. Et d'ailleurs, il a préfacé votre livre dans l'intimité des stars de la chanson en racontant tout ça. Il est d'une jeunesse incroyable comme vous. Et oui, extraordinaire. Et ces crayons de couleur, il y a une histoire. Cette chanson, il l'a créée au moment où Martin Luther King est arrivé avec Harry Belafonte au Palais des Sports. Oui. Hugo Frey était là et a eu l'idée de ces couplets qui sont devenus immortels comme lui. Absolument. Alors, finalement, le déclic pour vous de la photographie se produit quand vous êtes mannequin junior. Oui. Vassal, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que j'avais quelques conflits après Sorèze et j'ai grandi et je me suis un petit peu révolté contre ma famille et j'étais obligé de travailler. On m'a dit, si tu veux t'en sortir, il faut que tu aies un métier. Comme j'étais mignon et que j'ai trouvé un photographe, il s'appelait Constantin, qui travaillait à Paris Presse. À Paris Presse, il faisait justement la photo parlante de Paris Presse et il faisait des photos de publicité. Il m'a pris comme mannequin. Et je me suis aperçu que c'était mieux d'être derrière l'appareil photo que devant. Et résultat, ensuite, vous avez fait des reportages dans le monde entier. Tiens, vous avez fait la cour d'Iran, vous avez été le premier à obtenir des visas pour aller en Chine. Vous avez un parcours incroyable, Hugues Vassal. Oui, mais j'ai eu une chance aussi extraordinaire. Je ne sais pas... Si je n'avais pas connu Édith Piaf, jamais je n'aurais été un photographe. Car c'est ce que je voulais dire. J'étais un minable photographe à France Dimanche.
Et ça, on va parler tout à l'heure, mais ces reportages internationaux, vous avez parcouru le monde Mais entier oui, en un absolument. temps où c'était pas aussi évident qu'aujourd'hui, Hugues Vassal. Et oui, mais comment je suis en train d'écrire ma mémoire, je suis incapable d'expliquer comment j'ai eu la confiance de la cour d'Iran. Après un voyage avec la reine, un premier voyage d'État avec la reine Farah et le Shah en Thaïlande, en 1968, la reine me dit, vous viendrez... Monsieur, à la fin du voyage, vous viendrez photographier les enfants sur les bords de la mer Caspienne comme des photos banales au Sable d'Olonne. Et là, tout d'un coup, mon attitude, je ne sais pas, ou mon éducation, sans être un photographe mondain, j'étais accepté à la cour pendant 5 ans. Oui, et il y a une photo historique que vous avez réalisée qui a fait le tour du monde, une photo qui symbolise l'apartheid en Afrique du Sud, Ah Hugues oui, Vassal. Oui, c'était mon sujet. Je voulais faire un reportage sur l'apartheid. Nous sommes partis avec Floris de Bonneville. Nous avons été en prison. Enfin, oui, en descendant de l'avion, on nous a arrêtés. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. On nous a mis en rétention pour repartir immédiatement. Et là, tout d'un coup, bizarrement, on nous a donné un visa très surveillé de 5-6 jours. Et parce qu'il devait y avoir des rapports entre le gouvernement français et le gouvernement sud-africain qui ne devaient pas avoir, mais ils ne voulaient pas de trop d'histoire. Et pour nous faire plaisir, ils nous emmenaient dans une mine d'or. Donc, il était évident que je ne pouvais pas faire l'apartheid. C'était fini. Mais là, en nous amenant ce dimanche voir des danses zoulous dans une mine d'or, je ne pensais plus à l'apartheid. C'était foutu, excusez-moi, c'est vulgaire, mais enfin, le reportage c'est impossible. Et là, tout d'un coup, on va dans un stade, on entend des bantous qui étaient en train de taper du tam-tam et des zoulous en train de danser, et on nous dit, non, vous ne mettez pas à côté des spectateurs. Il y avait des spectateurs blancs et des spectateurs noirs, et ces spectateurs étaient là, et nous, on pensait aller dans la foule qui regardait le spectacle. Et au lieu, s'ils nous avaient mis là, je n'aurais jamais fait cette photo, mais ils ne voulaient pas qu'on parle ni à l'un, ni aux autres, ni aux blancs, ni aux noirs. Ils m'ont mis en face. Ils m'ont mis en face. Et de Belleville m'a dit, tu vois ce que je vois? Je lui dis, je vois. Et j'avais devant moi des noirs et des blancs, séparés par une corde blanche, regardant le spectacle. Personne ne se regardait, une photo symbolique. Je l'ai faite, j'en suis fier, c'est ma photo de ma carrière, j'en suis fier, mais j'aurais jamais dû la faire. Pourquoi l'ai-je faite? Elle devait être faite, elle est là. Et voilà, il y a eu d'autres photos aussi très importantes, on va l'évoquer avec une autre date dans quelques instants, le 9 octobre 1962. A tout de suite sur Sud Radio avec Hugues Vassal. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Hugues Vassal, dans l'intimité des stars de la chanson, un livre de photos aux éditions de l'Archipel, et une date, 9 octobre 1962. Et pour vous aider, c'est le mariage du siècle avec un duo immortel. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. Le mariage de Théo Sarapo Sarapo et d'Edith Piaf. Et s'il a lieu, Hugues Vassal, c'est grâce à vous ou à cause de vous? C'est un petit peu à cause de moi et de mon comparse Jean Nolly et d'Edith Piaf aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, d'abord, il y a plein d'histoires dans tout ça. C'est comment Théo Sarapo est arrivé chez Edith Piaf. C'est Claude Figus qui l'a présenté. Un ami d'Edith Piaf. Un ami qui était son secrétaire, qui l'a présenté à Edith Piaf, qui était dans la misère morale, la misère financière. Après, elle était fatiguée. Tout d'un coup, le 67 bis Blue s'était vidé et il ne savait que faire. Et il lui a présenté en disant, j'ai quelqu'un pour te signer les autographes, pour faire le petit secrétaire, tout en sachant que c'était un gentil garçon. C'était d'autant un gentil garçon que c'était son ami. Voilà. Et finalement, il est entré dans la vie de Piaf. Oui. Et un jour, vous arrivez donc dans le Midi. Et Piaf, qui était une reine du marketing avant la lettre, Total. elle cherche un sujet et elle dit, tiens, à Théo, si on se mariait, et vous êtes là. Et on est là. Alors, oui, c'est pas tellement ça. C'est Hugues Vassal qui a dit à France Dimanche, si on les mariait, parce qu'ils avaient une qui n'était pas faite et ils avaient beaucoup. Et là, on m'a dit, débrouille-toi
Ah bah, tu vas voir Edith, et c'est vrai que tu vas très contrit, dire Edith, ça m'arrangerait bien que tu l'épouses. Mais ce qui est très important à dire, c'est que ça pouvait être comme Coluche et le Luron. Au départ, c'était ça. Mais finalement, c'était une belle histoire d'amour. Oui, et il faut savoir qu'après la mort d'Edith Piaf, Théo Sarapo a hérité de toutes les dettes. Et avant de dire, il a tout réglé avant de disparaître. Tout réglé, oui, c'est extraordinaire. Ce garçon, je suis admiratif. On l'a pris en riant, et finalement, c'est quelqu'un qui a été très profond et qui a aidé Edith à passer de l'autre côté. Et il y avait un ami d'Edith avec qui elle riait beaucoup, et cet ami d'Edith a chanté justement France Dimanche. France Dimanche, sous les branches de l'allée des marronniers. France Dimanche, tu te penches sur mon cœur tout entier. Charles Trenet, France Dimanche. C'est le journal France Dimanche qui lui a proposé d'écrire cette chanson. Il a été payé pour ça 5 000 francs de l'époque, très exactement. Et France Dimanche, ça a été votre point de départ dans la presse qu'on n'appelait pas encore People, mais à sensation. À sensation, oui. D'ailleurs, toutes les vedettes qui avaient un premier disque d'or, les stars, les jeunes vedettes, étaient obligés de passer par France Dimanche. Ils n'avaient pas match immédiatement. Il fallait la une ou la der de France Dimanche. Avec des histoires souvent inventées. Ah bah totalement, la plupart du temps. La plupart du temps. Mais bon, mais ça m'a permis quand même au départ d'abord de voir, de connaître des jeunes vedettes qui étaient toutes fraîches. Ils avaient commencé à gagner de l'argent, à avoir du succès, mais ils n'étaient pas perdus par la machine qui les broie après. Pour exemple, évidemment, j'ai vécu une séquence de vie de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Ils étaient jeunes, ils étaient riches, ils étaient beaux, ils réussissaient, mais ils étaient simples encore. Oui, c'est-à-dire que vous avez vécu la vraie période d'amour. La vraie période d'amour. Avec le mariage. Avec le mariage. Ce mariage à Loconville que Sylvie voulait dans l'intimité. Oui. Vous y étiez? Totalement. Comment ça se passait? C'était la foire d'empoigne. C'était épouvantable. Il y avait des fausses vraies exclusivités. Évidemment, nous étions bien placés. Paris Match était bien placé. Mais tout le monde était bien placé. Et ça sortait de partout. Et on se battait. Et ça a été un mariage délirant. Comme finalement était un peu délirant l'enterrement de Johnny Hallyday. C'était Johnny Hallyday. Oui, mais en même temps, Johnny, quelquefois, vous avez passé des soirées très arrosées avec lui. Ah, Johnny, j'ai même trop arrosé parfois, trop. Et puis des bagarres, et puis des traversées de ville en voiture. Je m'en souviens d'une décapotable à 140 à l'heure à Genève pour chasser par des teenagers. Johnny, mais traversée, on se demande... il voulait mourir, c'était James Dean. Oui, et il y a une photo historique qui est dans ce livre, Dans l'intimité des stars de la chanson, Hugues Vassal, où Johnny est dans un torrent de boue et il a Sylvie dans ses bras. Ah oui, les gens pourront dire qu'on fait des photos bidons. Non, mais on exploite les événements. Il se trouve que là, Sylvie était venue après une tournée de Johnny que j'avais suivie pendant un mois en Uruguay, en Argentine, où d'ailleurs en Argentine c'était l'époque du carnaval, et on fumait de l'éther, enfin on reniflait de l'éther. C'était très difficile pour la tête. Enfin, oui. Toujours est-il que Sylvie, son mari lui manquait, on se retrouve à Rio, alors là je fais des photos, je m'en souviendrai, de bonheur, de retrouvailles, de gamins qui s'aiment. Mais qui s'aiment, c'est le premier amour. C'est pas le deuxième ou le troisième, c'est les retrouvailles après un mois d'absence. C'était fantastique. Et là, on s'est retrouvés dans le tunnel de Flamingo. Et tout d'un coup, notre voiture s'est soulevée. Nous étions dans une Volkswagen. Et toutes les autres voitures se soulevaient. Et on a vu les gens qui partaient en courant. Évidemment, c'était la période des tornades, en février. Et là, on a failli vraiment... Et alors, effectivement, on s'est trouvé dans la tornade. On n'a pas été exprès, mais nous avons exploité, évidemment, l'événement. Mais l'événement... on a failli y passer quand même. Oui, il y avait des torrents de boue. Ah, des torrents de boue, on a failli être emporté. Moi, je me souviens de l'eau qui me montait. J'étais monté sur un petit mur, haut comme la table qui est devant moi, et je voyais l'eau qui montait. Et Sylvie qui criait, non, c'est un événement dur. Oui, c'était très dur. Alors Johnny, il a fait beaucoup de chansons qui sont devenues cultes, et il y en a une qui lui a causé beaucoup de soucis, c'est l'une de ses premières. Son petit, tout petit,
car c'est son premier 45 tours. Oui. Et à l'antenne, Lucien Maurice, directeur artistique d'Europe numéro 1, fait une émission et il casse le disque en direct en disant « Johnny, ça ne marchera jamais Oui. ». Et il y a une raison, c'est qu'en fait, cette chanson a été enregistrée en même temps par celle qui est sa fiancée et qui va devenir sa femme, qui est Dalida. Dalida, ah bah oui, alors Lucien Maurice, là, effectivement, je ne connaissais pas cette anecdote, mais on comprend Lucien Maurice. Car Dalida, vous avez aussi fait ce premier mariage, et son seul mariage avec Lucien Maurice. Ce seul mariage, Alors oui. ça a été aussi un événement à la mairie du 16e arrondissement, Ah oui, on voit oui. les photos dans le livre. Ah oui, oui, de toute façon, ça a été... On peut pas dire, on peut pas faire de comparaison avec le délire du mariage de Johnny, mais le mariage quand même de Dalida et de Lucien Maurice était un très grand événement. Racontez-moi. C'était la même chose. On ne pouvait d'abord pas accéder. C'était au premier qui devait accéder pour avoir le moment où il fallait passer la bague. Puis il n'y avait pas d'organisation. C'était au premier qui devait être devant. Donc, Et il fallait se on battre. s'écrasait, il fallait se battre. Voilà. Mais en permanence, il fallait se battre, d'ailleurs, à cette époque. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'exclusivité, il n'y avait pas de mariage raconté avant, tout le monde y allait. Non, tout le monde y allait, tout le monde y allait. Non, non. Et puis s'il y avait un semblant d'exclusivité, les équipes d'ici Paris, Radar et autres, samedi soir, ont cassé l'exclusivité. C'était pas possible. Oui, samedi soir était l'ancêtre de France Dimanche. Absolument. Et il y a une photo qui a été historique, puisqu'on voit dans un numéro de samedi soir en 46, à la une, dans une cave de Saint-Germain-des-Prés, Juliette Gréco inconnue et Roger Vadim, et on annonce le mot existentialiste pour la première fois. Ah, je l'apprends. Alors, il y a eu aussi quelqu'un qui était très proche de Piaf et que vous avez connu à ses débuts et suivi presque jusqu'à la fin, c'est Charles Aznavour, Hugues Vassal. Ah ben oui, jusqu'à la fin, d'ailleurs, parce que je devais terminer ma carrière photographique avec lui en allant à Osaka. Il devait chanter il y a 3 ans, juste avant son décès, à Osaka, et je voulais faire comme j'avais fait avant, à mes débuts avec lui. C'est-à-dire, quand on allait à Gallouis, il nous avait donné... Il avait une maison à Gallouis, près de Paris. Près de Paris, où il nous avait présenté Oula, sa fiancée. On avait fait les photos de son premier enfant. On avait fait le mariage de Charles Aznavour. Il m'avait emmené à New York quand il a fait le Carnegie Hall, en cassant sa tirelire, après avoir gagné de l'argent sur la Mama, et qu'il avait peut-être une grosse revanche à prendre sur les États-Unis, parce qu'à l'époque, il était avec Roche, qu'il faisait un duo. Et ça marchait pas du tout. C'était une galère, c'était la galère. Et je raconte aussi, après le spectacle du Carnegie Hall, Charles, on pensait faire la fête, comme on fait toujours les fêtes. Après les spectacles, on fait la Java, on boit le champagne, on va dans une grosse boîte. Et là, non, il nous avait amenés dans la 42e rue en nous disant « Vous allez manger le meilleur pastrami, le meilleur pastrami de New York. » Et en fait, c'était le pastrami de ses débuts, le pastrami de ses galères. Mais le pastrami de ses galères était fabuleux dans sa bouche et voulait nous faire goûter ça. Et Charles Aznavour avait, et vous le racontez dans ce livre, la fièvre acheteuse. Oui. Il achetait tout. Ah oui. D'ailleurs, il avait une chose, il avait une chose extraordinaire. Au début, c'était même un peu agaçant. À Gallouis, il y avait tout. Il y avait la Rolls, la voiture décapotable, il y avait des tapis somptueux dans lesquels on se cassait les jambes parce qu'on n'arrivait pas à marcher. Il avait tous les appareils photo aussi. Et cette fièvre acheteuse, il a eu jusqu'au bout. Et quand il s'est cassé de bras, voici 2 ans, il n'a pas bougé pendant 2 mois. Et après, quand il a recommencé à sortir près de Mouriès en Provence, en achetant des choses, sa famille a dit il va beaucoup mieux. Ah bon? Oui, ça va. Et alors, il avait acquis ce sens du marketing, car c'est ça, grâce à Piaf. Complètement, parce que quand je revois, moi, lorsqu'il jette son foulard dans une chanson, c'est Edith moi j'ai su les vers, il casse son verre à la fin. Oui, mais il est resté 8 ans avec Edith Piaf. Homme à tout faire. Vous l'avez vécu, ça, Hugues Vassal? Aznavour chez Piaf? Non, j'ai pas vécu. Vous l'avez vu après son succès? J'ai après son succès. Mais vous alliez chez Piaf, et Piaf, c'était quelquefois des heures d'attente pour une photo. Mais c'était en permanence, il fallait attendre. On commençait à 10h, et elle émergeait de sa chambre. Elles émergeaient vers 2-3 heures de l'après-midi, toujours ébouriffées, toujours pas peignées, et en grosse colère après quelqu'un. Et c'était épouvantable. Mais dès que la répétition commençait, c'était une grande dame. Voilà. Et vous devez votre carrière de photographe à Piaf, car un jour, il fallait faire une photo
pour France Dimanche, il n'y avait personne. Ah ben ça, c'est extraordinaire. J'étais le dernier des photographes qui ne gagnait pas sa vie. Tout le monde était parti manger parce que France Dimanche, elle, se trouvait en face les Halles. Ils allaient dans les bistrots. Moi, je mangeais un sandwich. J'étais pauvre. Et en mangeant mon sandwich, il y a eu un coup de téléphone de Piaf qui a dit envoyez-moi un photographe, je change d'amant. Quand même, carrément, oui. Et le photographe des stars n'était pas là, il avait autre chose à faire. Le deuxième photographe des stars, bref, il n'y avait personne, il y avait un train à prendre, c'était le Mistral. J'étais là, le premier, et alors, mes premières photos de Piaf, c'est Piaf qui me les a fait faire, parce que je n'osais pas l'aborder, j'étais timide, j'étais rien. Et c'est elle qui m'a découpé en morceaux de loin après le spectacle, en venant me voir, en me disant « Ah, c'est toi le nouveau, rends-moi service, tu diras à Jacques Liébrard, mon guitariste, de me lâcher le mollet. Et puis tu diras à Félix Martin qui vient de dîner ce soir. Et elle rajoute, t'es maigre, on bouffe mal dans ta boîte, viens, je vais te faire grossir. Et voilà. Je remplis ma mission et à table, là, elle est là, elle mange, tout le monde est content, elle a son amant, futur amant, un peu près d'elle. Elle me dit, tu me plais, tu seras mon photographe. Et vous l'avez été jusqu'à la fin, y compris sous son lit de mort. Jusqu'au lit de mort, oui. Parce qu'elle voulait que son ordre, c'était « Tu ne me regardes pas, tu ne me demandes pas les autorisations, pas d'état d'âme, tu es là pour faire des photos. » Comme si le livre que nous avons fait ensemble a été réalisé dans la tête de Piaf bien avant. Voilà. Et Piaf, effectivement, est dans ce livre, dans l'intimité des stars de la chanson, dont on va reparler dans quelques instants à travers une autre date, le 18 septembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Hugues Vassal. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Hugues Vassal, qui le 18 septembre dernier a sorti dans l'intimité des stars de la chanson, aux éditions de l'Archipel, un livre d'anecdotes et de photos. Pourquoi faire ce livre aujourd'hui, Hugues Vassal ? Bien, je pense que il était temps pour moi de clore, non pas oui, peut-être ma carrière, mais parce que je n'ai jamais réellement réalisé quelque chose de concret avec cette masse de photos et de gens que j'ai rencontrés. Et je pense que je voulais montrer peut-être un autre regard. Les gens n'ont jamais vu ces photos. Les gens n'ont jamais trop connu ces anecdotes. Alors, il fallait le faire. Oui, et quand on feuillette ce livre, on s'aperçoit du nombre de stars que vous avez côtoyées, et avec le plus grand naturel. Et l'une des premières qu'on aperçoit, c'est Françoise Hardy. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur Aix poser mes yeux. Elle est sur la couverture avec Gainsbourg. Ah oui, super. Et là, c'est un souvenir fabuleux pour vous, Hugues Vassal. Oui, fabuleux, parce que Gainsbourg, je ne l'ai vu pratiquement qu'une fois. Il y a des vedettes que j'ai vues sur des temps d'années. D'autres très courts, mais c'est toujours... Et puis d'autres tout à fait courts, comme avec Serge Gainsbourg. Je pars avec lui pour Londres. C'est un voyage de presse organisé par les Pathé Marconi. Sa maison de disques. Oui, sa maison de disques. Pour faire des photos de Françoise Hardy, de Serge Gainsbourg, en train d'enregistrer dans le plus grand studio d'enregistrement de Londres, d'Europe. Chanson qu'il n'avait pas terminée en prenant l'avion. Non, en prenant l'avion. Tant qu'à faire. Et qui, d'après... Ça reste peut-être approuvé, mais il semblerait... C'était pratiquement le jour où Brigitte Bardot l'avait élargi. Il avait été jeté, donc il était dans un état lamentable. Il était à côté de moi, je me souviens très bien. J'ai pris mon petit déjeuner et il était un peu paniqué parce qu'il n'a rien écrit. Il n'a rien écrit. On arrive à Londres et puis, bon, je pensais qu'il allait s'isoler avec Françoise et puis écrire ses chansons à l'hôtel, par exemple, dans sa suite. Non, il est sorti, on était à Hyde Park. Et à Hyde Park, il s'est assis sous un platane, enfin un arbre énorme, sur lequel il y avait, à côté, il y a un monsieur qui est en train tout à fait de dormir, avec sa petite cassette, tout est tranquille. Ils se sont assis là, ils ont bavardé très longuement.
Ils avaient bavardé un peu avant d'arriver à Hyde Park. Et là, on est arrivé au studio et la chanson était terminée. Voilà, c'est la photo de couverture, effectivement, de ce livre. Et vous racontez aussi, bon, Gainsbourg, il faut savoir, quand il était déchaîné, quand il parlait doucement comme ça, c'était faux. Devant un micro, on ne comprenait pas. Et dans la vie, il parlait tout à fait normalement. Tout à fait normalement, oui, Bon. Absolument. Alors, en revanche, Françoise Hardy, à cause de vous, Hugues Vassal, elle a failli se faire manger par un lion à Thoiry. Ah bah oui, oui, parce que elle avait le comte de la Panouse cherchait, quand il a fait son parc animalier, cherchait une marraine. Et cette marraine a été Françoise Hardy. Alors évidemment, on a fait des photos très cool d'un jaguar, d'un guépard tout à fait cool, très mode et très beau. Mais après, nous avons été dans le parc où il y avait à chaque fois le parc des éléphants, où on pouvait les voir, les toucher, puis même avec leur trompe, ils rentraient. Puis après, on a été chez les lions. Chez les lions. Et Françoise voulait faire des photos. Mais les lions, c'est quand même pas, c'est pas des chats. Ça fait pas miaou. Et en plus, un peu pour faire qu'il y ait un peu d'ambiance, le comte de la Panouse avait mis quelques morceaux de viande sur le capot de la Renault R16. Alors, inutile de vous dire que ça a été... C'est même angoissant des lions qui aiment la viande. Oui. Et ça aurait pu mal se terminer. Très mal se terminer. Et il y a aussi quelque chose qui a failli mal se terminer. Et là, vous rétablissez une vérité historique. On a raconté que Daniel Guichard n'avait pas disparu dans le désert. Et vous démontrez dans ce livre, Hugues Vassal, que l'accident est vrai. Mais l'accident est totalement vrai. Vous y étiez? Ah bah complètement. Nous étions partis pour faire des photos animalières dans la réserve VW qui était au Niger. Daniel, je ne l'avais pas vu depuis fort longtemps, mais comme j'étais connu et qu'il avait, il m'avait demandé de le suivre. Et là, j'étais pas de connivence avec Daniel. C'est pas un monsieur que je voyais tous les jours. Je suis parti en mission photographique avec lui. Et là, nous étions 4. On a eu un moteur en feu, un moteur qui n'a pas terminé de brûler. Mais quand vous avez un moteur en feu au sud du désert ou n'importe où, faut atterrir. Parce que tout peut se mettre en flamme. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Et ce que je dis aux gens, essayez d'être... quand ils disent ça a été inventé, faites la même chose. 5 jours sans boire ni manger. Et on voit en photo, justement, le moment où vous vous dites, c'est fini. Oui, c'est fini. C'est fini. Mais nous l'avons vécu. Et ça, c'est pour la vie. C'est pour la vie parce que vous voyez, au bout des jours après jour, le premier jour, vous êtes heureux. Le jour de l'atterrissage, c'est le nirvana. Vous êtes vivant. Vous avez sauvé l'eau. Il y a quand même 12 litres pour 4 personnes. Donc, mais 12 litres pour 4 personnes, en se rationnant, ça fait un petit verre d'eau. Ça fait un tout petit verre d'eau le matin parce qu'elle est glacée. Puis pour midi, vous avez du dentifrice, parce qu'on n'avait rien prévu. On n'avait pas prévu d'aller dans le désert. Alors, je dis aux gens, faites-le. Faites-vous un faux accident dans le désert. Vous ne savez pas si c'est la dune qui va vous atterrir, sur lequel vous atterrez, de la latérite ou du caillou. Non, c'est une peur qui vous retient toute la vie et qui vous marque toute la vie. Alors, il y a eu quand même des fausses histoires d'amour. Et elles se sont déroulées dans une ville, dans un port cher à Brigitte Bardot. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Car à Saint-Tropez, autant où Brigitte était la star des stars, régulièrement, on vous envoyait sur des fausses pistes d'histoire d'amour, Hugues Vassal. Toujours. Et ces fausses pistes, d'ailleurs, étaient inventées par un trio, un quatuor, dont il y avait Sacha Distel, il y avait Vadim, il y avait tous ces gens qui étaient à la voile rouge, et puis qui étaient de connivence avec Brigitte. Alors ils s'ennuyaient. Et lorsqu'ils s'ennuyaient, ils envoyaient des fausses nouvelles qui arrivaient soit au bar où allaient les gens de Paris Match, soit France Dimanche, enfin dans le coin du... Alors là, immédiatement, nos rédacteurs en chef nous envoyaient dardard pour faire le fiancé, le nouveau fiancé, l'ancien, le nouveau. Et nous, on descendait avec, dont était l'objectif, avec Gérard de Villiers en particulier, qui était à l'époque, avant d'être un écrivain pour ses romans policiers, travaillait avec nous. Donc
on crapahutait pour essayer d'avoir un petit bout de l'amant qui n'existait pas. Ou on essayait d'avoir Brigitte Bardot nue en train sur sa plage à la Madrague, en train de se faire photographier. Et on se faisait injurier. Moi, j'ai failli me faire écraser par Gunther Sachs. Et on se faisait injurier en disant les vilains, quelle honte. Et c'était eux qui avaient fomenté. Exactement, c'était pour rire. Alors, vous avez aussi été le témoin des débuts de Brigitte Bardot défendant la cause animale. Et ça, tout le monde s'est fichu d'elle, Hugues Vassal. Oui, c'est vrai, mais ça, effectivement, moi j'avais une certaine... je n'avais pas beaucoup d'aime. Pour moi, Brigitte, c'était une ennemie. Vous voyez. Pourquoi ? Mais parce qu'on était toujours... non, mais je ne parle pas des animaux. Oui. Et quand elle a fait les animaux, pour moi, elle s'est totalement réhabilitée. J'ai découvert une vraie Brigitte. Mais on se moquait d'elle à l'époque. Oui, complètement. Complètement. Les gens... on ne pouvait pas imaginer. Pour Brigitte, c'était les histoires de ses amants, l'histoire de sa vie un peu chaude. Mais jamais on pouvait penser qu'elle avait cet amour profond de la défense des animaux, comme elle l'a fait, comme elle s'est engagée. Il y a une autre star que vous avez suivie à ses débuts, c'est Sheila, Hugues Vassal. Ah oui, mais ça, c'est un coup de cœur. Sheila, parce que je l'ai suivie au moment où Claude Carrère a sorti « L'école est finie ». Et l'école était vraiment finie. Et de voir cette gamine qui terminait son école et qui était un peu triste parce qu'elle allait faire de la comptabilité pour ses parents. Mais que faisaient ses parents ? Ils vendaient des bonbons sur le marché. Alors quand on voit le miracle d'une chanson qui amène une petite fille, une écolière, à devenir une star, c'est formidable. Oui, alors Claude Carrère s'est beaucoup occupé d'elle, a lancé Sheila, mais en même temps il l'a cornaquée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu faire de la scène, et ça l'a marqué, Sheila. Mais oui, ça l'a marqué parce qu'il a été doublé par une personne qui était Mireille Mathieu. Voilà. Et avec un grand manager. Johnny Stark, que vous évoquez aussi dans ce livre. Et moi, je me souviens de Sheila très triste parce que Carrère, les rapports s'étaient détériorés. Oui. Quand elle a sorti son intégrale, elle a apporté un numéro 13 à Claude Carrère, qui ne l'a pas reçu. Et à l'entrée, l'hôtesse qui ne savait pas qui était Sheila a dit « Vous voulez un bon pour le coursier ?» Ça a marqué Sheila, comme quoi. C'est dur. Alors, dans ce livre, il y a plein de photos de stars. Vous allez faire aussi une exposition, Hugues Vassal, Oui, bientôt. une exposition... à la Galerie Polka. À la Galerie Polka à Paris, dans le... à partir du 16 octobre. C'est dans le Marais, oui, c'est ça. Oui. Et ces photos, elles font partie de votre histoire et de notre histoire. Total. On ne pourra plus faire ce que vous avez fait, Hugues Vassal. C'est impossible, parce que les rapports que nous avions avec les gens étaient tels que ça n'existe plus, ce type de rapport. Ce type de photos réalistes qu'on pouvait faire. Maintenant, il y a trop de personnes qui disent à l'artiste ce qu'il doit faire. Donc l'artiste n'est plus un artiste. Même Johnny Hallyday, pour moi, qui était une star énorme, après la séquence Stark, oui, ça a super bien marché, mais je ne regrette pas d'avoir connu que la séquence Sylvie Vartan. Et ce livre, donc, c'est Dans l'intimité des stars de la chanson, d'Hugues Vassal aux éditions de l'Archipel. Merci, car c'est un document pour l'histoire. Merci encore, Jacques Pessy. Merci à vous, Hugues Vassal. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Merci, bonne journée, à demain. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.